D'abord, je voudrais remercier Antoine Compagnon et Alain Prochantz pour m'avoir donné l'occasion de vous présenter ce travail en cours sur Ernst Haeckel. Et ensuite, je voudrais donc vous avouer que j'ai eu quelques difficultés à composer cette présentation parce que Haeckel est un personnage à facettes multiples. C'était un très grand savant, mais c'était aussi un prophète d'une nouvelle religion moniste. C'était un artiste à sa manière, et en tout cas il a influencé beaucoup, et il a été influencé par les arts. Et en plus, une petite analyse auprès de quelques amis très cultivés et qui ont l'habitude de lire les œuvres des grands maîtres m'a fait voir qu'en fait, il était très peu lu en France, sans doute parce qu'il n'a jamais été réédité après la Première Guerre mondiale, bien qu'il était très traduit à son époque. Et même plutôt que Darwin, il y a eu un accueil qu'on a pu définir triomphal. Et donc, du coup, je vais quand même vous donner un tout petit aperçu biographique, et ensuite je vais essayer de vous présenter un peu ses théories et discuter un peu sa réception française. Donc, Haeckel, vous le voyez ici dans une image juvénile, est issu d'une famille de juristes, né à Potsdam, mais il a fait ses études à Berlin, Würzburg et Vienne. Il a fait un doctorat de médecine, mais il n'a jamais exercé, sauf pendant quelques mois à 6 heures du matin, pour ne pas avoir de patients. Sa passion a été, depuis le début, les sciences naturelles. Après un voyage, un grand tour italien, comme c'était la vogue à l'époque, il est devenu très jeune privatdozent puis professeur à Jena, ville comme prédestinée parce que c'était la ville des romantiques allemands, la ville de Goethe, etc., de la naturphilosophie et de la morphologie, où il est resté toute sa vie, mais avec des voyages très nombreux, à peu près 90 voyages, dont certains très lointains, aux tropiques, à Sinon, etc., qui ont donné d'ailleurs lieu à des livres de voyages qui étaient des best-sellers en Allemagne à son époque, très joliment illustrés par sa main. Et il a été donc un grand savant, un expert de la zoologie et de la systématique des invertébrés marins. Donc il a participé aussi à la première grande expédition océanographique du Challenger. Il a décrit une quantité énorme d'espèces, donc déjà ce côté de sa biographie suffirait à en faire un grand savant. Mais très jeune, il a essayé de présenter les sciences biologiques dans une perspective évolutionniste, nous le verrons après, comme une sorte de nouvelle Weltanschauung, ce qui fait que ces années suivantes ont été aussi dédiées à beaucoup d'œuvres qui ont été des succès d'édition assez impressionnants. Donc aujourd'hui, on se souvient surtout de lui comme un apôtre du darwinisme en Allemagne, très enthousiaste, mais peut-être pas toujours fidèle, c'est ce qu'on retient de lui. On retient sa loi biogénétique, mais souvent dans une forme un peu simplifiée, donc selon laquelle l'ontogénèse récapitule la phylogénèse, et sur un plan visuel, je crois que tout le monde connaît ces arbres parce qu'ils ont été reproduits dans beaucoup de manuels. En fait, je vais vous présenter un peu quelques images suivantes. En fait, son importance a été est régulièrement sous-estimée, je crois. Certains historiens comme Rowan, par exemple, parlent de lui comme du principal penseur allemand de l'époque bismarckienne, donc le mettent carrément à un niveau très important. Donc bon, je vais essayer de vous donner un petit peu un aperçu du personnage. Là, vous voyez Haeckel dans ses jeunes âges, au moment de son voyage en Italie, où il a failli quitter les sciences pour s'adonner à la peinture. Heureusement qu'il n'a pas fait, parce que c'était un très bon peintre, mais quand même pas aussi bon peintre que bon scientifique. Comme pour Darwin, son modèle est Humboldt, et Alexander von Humboldt, qui lisait déjà enfant. On lui a offert les œuvres de Humboldt pour son 14e anniversaire.
Mais il a été aussi, déjà jeune enfant et lycéen, un botaniste amateur, mais quand même très calé. Et il aurait voulu faire des études de botanique avec Schleiden. Donc le livre Die Pflanze und ihr Leben a été un de ses livres de chevet. Et c'est par ce livre, mais aussi par d'autres lectures assez juvéniles, qu'il est quand même rentré en contact avec la naturphilosophie et l'idée goethéenne du monde des métamorphoses, de la Urpflanze, etc. J'ajouterai à ces influences juvéniles une influence qui est souvent un peu négligée, qui est celle d'un grand théologien romantique, Schleiermacher, qui, si on le lit aujourd'hui, est assez étonnant parce qu'en fait, c'est une variante protestante plutôt spinoziste, je dirais, assez d'un point de vue catholique, sans doute assez hérétique, mais qui souligne aussi l'importance de la beauté de la nature pour la religiosité. C'est d'ailleurs de lui et non de Beuys que date la fameuse phrase que chacun, tout homme est un artiste. Voilà, donc c'est aussi une influence. Schleiermacher était un ami de la famille et qui a été très importante pour Haeckel. Haeckel a eu des maîtres éminents. En particulier, son maître le plus vénéré est l'autre grand physiologiste avec le Bernard de l'époque, Johannes Peter Müller, qui était vraiment son maître vénéré, et à Berlin. Mais dans les semestres qu'il a passé à Würzburg, qui à l'époque était aussi une excellente université, ses maîtres étaient ce qu'on appelait la Trèfle de Würzburg, c'est-à-dire Virchow, qui est à l'origine de l'idée d'un état cellulaire, etc., et qui a été donc son professeur. Haeckel était l'assistant de Virchow, mais après son ennemi dans certaines polémiques, mais aussi Albert von Koellicke et Franz Leidig, donc des noms très importants, des maîtres éminents. À Vienne, il a travaillé avec Ernst von Brücke et Karl Ludwig. À Jena, il a été entraîné par son ami et mentor Karl Gegenbauer, qui était un grand zoologue, anatomiste comparé, et avec qui ils ont pendant plusieurs années travaillé ensemble. Et je dirais qu'il a viré un peu plus du côté nature philosophique et théorique et moniste lorsque Gegenbauer est parti de Jena. Donc ça, ce sont un peu ces grandes figures tutélaires. Son premier ouvrage important est très inspiré de Müller, et c'est une magnifique, je vous encourage à regarder les images sur Internet parce que je ne peux pas vous le présenter toutes, évidemment, une magnifique monographie sur les radiolaires, qui sont ces étranges petits organismes unicellulaires avec un squelette siliceux qui forment des formes géométriques absolument admirables, qui font partie donc du plancton. Et ça, c'était son premier grand travail scientifique. Il a à peu près doublé le nombre d'espèces de radiolaires connues de l'époque avec une expédition d'Algolf de Messine. Et sa première monographie lui a valu donc son poste de professeur. Mais déjà, pendant qu'il travaillait à la rédaction de sa monographie sur les radiolaires, il a été littéralement foudroyé sur la voie de Damas par la lecture de l'origine dans la traduction de Bronn. Et bon, c'était une véritable conversion au darwinisme. Et déjà, dans la monographie des radiolaires, il introduit une tentative de classifier de manière généalogique les radiolaires et de retrouver une Urform. Là, on ressent un peu l'influence plutôt goethéenne des radiolaires dans la forme héliosphère que vous voyez là. En fait, c'est encore un peu une morphologie idéaliste, évidemment, parce qu'il pense que la forme ronde est plus parfaite. Donc voilà la descendance dans sa version de traduction allemande par Bronn. Bronn, je ne sais pas si vous le connaissez, à l'époque il était quand même très connu, c'était un grand systématiste et aussi encore très influencé par la naturphilosophie. Et bon, il était professeur à Heidelberg. Et je pense qu'on peut dire que Haeckel a retenu de Darwin surtout la sélection naturelle comme un mécanisme véritablement scientifique qui lui permettait de créer une vision globale de l'évolution dans laquelle quand même Darwin était seulement une partie. En fait, l'évolutionnisme de Haeckel, je peux le résumer de manière un peu cavalière,
reprend l'idée de l'unité de la nature et l'importance de la morphologie et de ses métamorphoses de Goethe, que Haeckel connaissait fort bien. Je crois qu'il avait vraiment très très bien lu. Il considère que Lamarck est le véritable inventeur du transformisme, pardonnez-moi l'anachronisme, bon, le terme transformisme est plus tardif, je crois que c'est Broca qui l'a inventé, mais bon, y compris l'origine de la vie, donc ce qu'il appelle l'archigonie, à partir du monde inorganique, donc une transition directe, et aussi les origines simiesques de l'homme. Et il partage avec Lamarck, et je crois que c'est pour ça qu'au début les Français ont accueilli Haeckel avec faveur, le besoin d'une explication physique de la vie à côté d'une explication historique. Alors Lamarck, évidemment, a une explication de la physique de son époque, surtout basée sur le fluide. Pour Haeckel, ça sera la chimie, donc il tentera d'avoir des explications surtout chimiques. Mais bon, il y a quand même une certaine affinité avec Lamarck. La sélection naturelle est pour Haeckel la clé. Ça permet d'expliquer par quelque chose de scientifique le transformisme, la généalogie, mais en même temps l'unité. Et donc Haeckel va faire ce que Darwin ne voulait pas faire et n'a pas fait en fait. Ce qui l'intéressait lui, c'était vraiment l'origine, donc la Urform. L'origine initiale du monde vivant, l'origine monophylétique de tous les animaux, avec sa théorie de la gastrée. Donc c'est pour ça qu'il représentait toujours des arbres. Et comme il est quand même très morphologiste et taxinomiste, la tentative de corréler tout ça. Donc je vais essayer après de vous résumer, ce qui est quand même une entreprise pas évidente, ses idées principales, qu'il développera dans son opus magnum, qui est la Generelle Morphologie. Il faut dire que cet ouvrage est très étonnant à plusieurs égards. Il l'a écrit très jeune, il avait 30 ans, il venait de perdre sa première femme très aimée, Anna, à laquelle il a donné le nom de cette charmante méduse. Donc il a écrit en un an. Donc c'est un livre, on a dit que Darwin est difficile à lire, mais même pour qui aime l'allemand, qui connaît bien Goethe, etc., c'est une lecture assez difficile. Ce sont 2 gros volumes. Le premier dédié à Karl Gegenbauer sur l'anatomie, le deuxième dédié à Goethe et Lamarck et Darwin, son panthéon, sur le développement, donc on dirait la morphogénèse. En effet, ce jeune chercheur, aujourd'hui on dirait qu'il fait tout son programme de recherche pour toute sa vie dans ce livre, mais en fait, de manière encore plus ambitieuse, il tente une première synthèse évolutionniste de la morphologie, de l'anatomie comparée et de l'embryologie. Et il tente rien de moins que de refonder tout le système naturel, c'est en gros le taxinomiste le plus ambitieux après Linné, selon des critères généalogiques. Ici, vous avez un exemple de ce fameux arbre généalogique. On a déjà dit que l'idée de l'arbre lui est venue de son ami Schleicher, qui était avec lui à Jena. Et on a déjà dit aussi que c'est quand même une image assez tendancieuse parce qu'elle focalise l'attention sur l'unité, évidemment ce qui était la chose qui lui tenait le plus au cœur. Donc il refuse une séparation des règnes des plantes et des animaux. Il introduit pour la première fois un règne indépendant pour les protistes, donc pour les organismes unicellulaires. Et ça, c'est une idée qui aura une grande fortune, évidemment. Il souligne l'importance de ces créatures qu'il met au même niveau que les plantes et les animaux. Et évidemment aussi l'idée de chercher toujours les racines, l'origine, etc. Et l'image de l'arbre fait quand même penser un peu qu'il y a un plan. Voilà. Donc c'est quand même pas précisément darwinien. On a vu le schéma de Darwin est très différent. Dans ce livre, à part à peu près 240 citations de Goethe avant chaque chapitre, il y a aussi un nombre impressionnant de nouveaux termes techniques qu'il invente pour dépoussiérer, rendre plus logique et scientifique la zoologie, etc. Donc certains sont restés jusqu'à nous, d'autres ont disparu et ont été oubliés, mais bon, promorphologie, ontogénie, phylogénie, phylum, monophylétique, polyphylétique, monaire, métazoaire, cellules souches,
gastrulation, écologie, il est l'inventeur du terme et aussi de la chose peut-être, chorologie, donc distribution des espèces au niveau géographique, sont tous des termes haeckéliens qui perdurent. Et ces nouveaux concepts sont aussi assez intéressants. Bon, l'individualité organique, il distingue l'individu morphologique de l'individu physiologique de l'individu généalogique. Je verrai dans la prochaine diapositive comment il les articule. Il dépense, et ça pourrait intéresser particulièrement mon ami Alain, à peu près 211 pages à une stéréométrie organique où il décrit 40 formes fondamentales de tous les êtres vivants. Il décrit déjà sa loi de la récapitulation, qui en fait est un peu plus complexe que ce qu'on dit en général. Donc c'est un triple parallèle entre le développement embryologique systématique et paléontologique de l'organisme. Il développe aussi la première théorie de l'hérédité, et on n'aura pas le temps d'en parler maintenant, qu'il appelle la périgénèse des plastidules. Donc la périgénèse, c'est le mouvement. Il imagine qu'il y a dans le noyau des macromolécules, on pourrait dire, qui portent l'hérédité et que par leur mouvement, et le mouvement peut être modifié par l'environnement ou des événements de la vie, et ça peut se transmettre. Donc il faut quand même penser qu'à son époque, il n'y avait pas de théorie d'hérédité. Darwin reprend les théories d'Aristote ou de Maupertuis, bon, de Jem, etc. Il développe aussi une théorie du premier animal. Il connaît bien les éponges, donc il imagine que tous les premiers animaux sont un peu comme des éponges, des sortes de sacs avec deux feuillets, avec une bouche et une structure d'évacuation, une sorte d'anus. Et surtout, aussi, il insiste du début sur l'importance de la descendance simiesque de l'homme. Il imagine qu'il y a un ancêtre, un chaînon manquant, le Pithecanthropus alalus. Nous verrons par la suite que son ami Gabriel von Max nous en a donné une peinture assez amusante. Déjà là aussi, il défend une nouvelle philosophie moniste, donc, qui revendique non seulement l'unité absolue de la nature inorganique et organique, donc avec une sorte d'auto-organisation de la matière, mais aussi la présence des dieux de la nature, donc une sorte d'illozoïsme, mais aussi l'unité de toutes les sciences. Voilà, ça, je vous récapitule le quadruple parallélisme. Donc, l'œuf fécondé donne lieu à une série ontogénétique qui arrive jusqu'à l'homme, dans notre exemple. La monère, donc la cellule sans noyau, à travers tout un développement de 22 ancêtres, selon Haeckel, conduit aussi jusqu'à l'homme. Le protiste actuel, à travers une série systématique, arrive jusqu'au pinacle qui est l'homme. Mais aussi une cellule de l'homme adulte à travers une série technologique, donc 6 degrés d'individuation, la cellule, l'organe, l'intimère, le métamère et la personne, récapitulent d'une certaine manière toute l'histoire. Ça, ce sont les planches de ces formes. Je vais voir si j'arrive à vous montrer. En haut, est-ce que ça peut... Bon, la forme tout en haut, au milieu, est la forme schématique de l'homme, en fait. Et là, vous avez 40 formes qui sont censées représenter toutes les formes principales du vivant. C'est quelque chose qui lui a toujours tenu très à cœur et qui a influencé beaucoup D'Arcy Thompson. D'Arcy Thompson prend beaucoup de planches de Haeckel dans son célèbre livre On Growth and Form, avec une perspective évidemment un peu différente. Son livre, qu'il appelle son Lebensbuch, son livre de vie, et il a toujours dit, même à 80 ans, qu'il avait écrit un seul bon livre et qu'il n'avait eu aucun succès, et que les autres qui étaient mauvais avaient eu un succès fantastique. En effet, il n'a pas beaucoup de succès au début, mais Haeckel n'en a cure parce qu'il part à Lanzarote avec ses assistants pour suivre ses recherches et il rend visite pour la première fois à Darwin. Il va lui rendre 3 visites et il entretiendra une petite mais intéressante correspondance avec Darwin qui le considère comme un élève important et comme quand même son porte-parole auprès des jeunes chercheurs allemands. Au retour, il épouse une deuxième femme. On va
passer sur la biographie, et il commence à utiliser ses travaux de la generelle morphologie pour écrire des livres destinés à un public cultivé, disons, disons la bourgeoisie cultivée, Bildungsbürgertum. En fait, ce sont plutôt des pamphlets, parce que là, on voit déjà dans ce premier livre, qui est l'histoire naturelle de la création, Natürliche Schöpfungsgeschichte, que déjà, on voit tout de suite ce que lui tient à cœur, de situer l'homme de manière immédiate dans la série animale. On a vu d'ailleurs que ces dessins où on voit un chimpanzé très souriant et très mignon, un peu trop anthropomorphique, et par contre des figures de noirs quand même décidément un peu simiesques, donc avec un racisme certain. Haeckel est sans doute un monophylétique, donc il pense que tous les hommes dérivent d'une même souche, que même tout le monde dérive de la monnaie. Ça ne l'empêche pas d'avoir quand même une idée des races humaines qui est bien de son temps. Voilà. D'autres images, il a essayé de corriger ces images dans des éditions successives, mais on voit toujours des chimpanzés avec un petit sourire narquois et des hommes présentés avec un profil de dieu grec qui représente les Indo-Européens, un pinacle de la création. Voilà. Aussi, son enthousiasme didactique l'entraîne parfois à des simplifications qui lui ont valu une réputation un peu sulfureuse. Par exemple, pour montrer des embryons très analogues, il lui est arrivé d'utiliser 3 fois exactement le même dessin, ce qui est quand même un petit peu tiré par les cheveux, et ça a été immédiatement remarqué par des biologistes qui ne lui voulaient pas de bien, en particulier dans ce cas-là par Rütimeyer. Son prochain livre, l'Anthropogénie, se situe, lui, encore plus directement. Il est publié en 1974 dans le climat du Kulturkampf de l'époque. Donc, c'est un livre violemment anti-religieux, anti-papiste, on dirait de son côté. C'est son deuxième grand ouvrage, et qui aussi décrit la chaîne des ancêtres de l'homme, avec 22 étapes à partir d'un ancêtre unicellulaire sans noyau, l'ammonaire, en passant par les invertébrés, les poissons, les amphibies, les reptiles, puis les mammifères, les singes et jusqu'à l'homme. Voilà. Donc, on pourrait remarquer que c'est une sorte de scala naturae en mouvement avec des chaînons, cette fois-ci généalogiques. Ces images frappantes illustrent aussi ces idées clés. Vous voyez ici à droite le portrait du Pithecanthropus alalos tel qu'il imaginait son ami le peintre munichois Gabriel von Max. Donc, il faut dire que peu après, Dubois a en effet donné le nom d'épithècanthrope à son hominide qu'il a découvert en hommage à Haeckel. Aussi, ici, vous revoyez des images d'embryons comparées aux images des adultes, et vous remarquerez que l'homme représente une statue de Jupiter. La proximité entre l'homme et le singe est aussi illustrée d'une manière frappante, et aussi son idée sur les races humaines n'est pas franchement réduisante, parce qu'ici il met un noir assis dans un arbre à côté de nos cousins les singes. Je pense que je ne vais pas discuter avec beaucoup de détails la polémique qui a fait encore rage il y a quelques années sur les embryons de Haeckel. C'est dans la première édition de l'Anthropogénie que Haeckel a montré la similitude des stades précoces des embryons de toute une série d'animaux, allant du poisson à l'homme. Et on lui a reproché, en particulier son ennemi Hiss, que d'ailleurs Haeckel et Gegenbauer avaient critiqué avant vertement pour plusieurs publications. Donc ni Haeckel ni Hiss étaient très objectifs. On lui a fait remarquer que ces embryons étaient trop simplifiés. Il faut dire qu'à l'époque, ni Haeckel ni Darwin n'étaient des embryologistes. Haeckel était un biologiste de biologie marine. Donc, ils se sont basés sur des représentations qu'ils prenaient d'autres sources.
Et dans d'autres éditions successives, par exemple dans l'édition de 91, il a quand même atténué un peu les ressemblances. Il faut aussi dire, comme d'ailleurs Richardson l'a constaté dans des articles récents, il avait fait un peu toute l'historique des polémiques sur ces embryons, qu'au début, ces images étaient pensées pour ces leçons. Donc ici, vous avez un exemple, il faisait de très grandes cartes où il montrait des singes, des squelettes, des embryons, etc., pour un public enthousiaste, je pense. Et donc, il n'avait pas besoin d'avoir un très grand détail dans ses illustrations. Ça, c'est une illustration de sa théorie de la gastrée qui montre comme, à partir de ses études sur les éponges, les éponges calcaires, il a imaginé que le premier ancêtre de tous les métazoaires devrait fortement ressembler au stade de la gastrulation pendant le développement embryonnaire de tous les animaux, et donc avoir la forme d'une gastrula. Malheureusement, je n'aurai pas trop le temps de vous parler de la périgenèse des plastidules, qui est une théorie importante de l'hérédité, ni de ces théories des âmes cellulaires. Mais je vais juste vous dire que dans les dernières années, Haeckel est devenu un véritable prophète du monisme, qu'il voyait comme un lien entre la religion et la science. En particulier son travail sur le Welträtsel, qui a été un best-seller, édité 19 fois, traduit en 25 langues, pensait pouvoir résoudre tous les énigmes de l'univers par sa théorie moniste de la nature. Je vais passer parce qu'on n'aura pas le temps. Et dans toutes ces dernières années, il a publié des magnifiques atlas qui ont été par ailleurs appréciés là pour tout le monde sur les formes artistiques de la nature. Là, vous envoyez quelques exemples. Et sur les âmes des cristaux, donc sur la beauté des cristaux, donc sur la transition entre le monde inorganique et le monde organique à travers une sorte de cristallisation. Donc ça fait quand même penser à des... Voilà. Et ici, vous voyez son bureau. On a vu le bureau de Darwin, ça c'est le bureau de Haeckel à sa maison Villa Meduse, où vous ne pouvez pas voir, mais il y a une grande série de Baedeker qui lui ont servi dans ses nombreux voyages. Il y a le buste de son ami Gegenbaur, et il y a beaucoup de singes et de méduses. Et ça, c'est le musée qu'il a créé, d'ailleurs avec une partie de ses droits d'auteur sur ce best-seller, le musée dédié à l'ontogénie et à la phylogénie. Il vient d'être restauré récemment à Iéna et ça vaut certainement un détour. Voilà, si j'ai juste 5 minutes, je vais juste vous dire que Haeckel avait une grande admiration pour la grande nation. Il est venu en France en 60 et pour l'organisation de la science française. Par contre, évidemment, après la défaite de la guerre de 60-71, c'est plutôt la France qui regardait vers l'Allemagne avec une émulation. Et donc, la réception de Haeckel a eu des canaux assez particuliers. On en a discuté un tout petit peu avant, surtout par les cercles de la libre pensée, représentés en particulier par la librairie Rheinwald, qui a traduit presque tous ses ouvrages, mais aussi ceux des matérialistes vulgaires, Vogt, Moleschott, Büchner, etc. Darwin, nous l'avons vu, avec une préface de Vogt. Par la Société d'anthropologie, fondée par Broca. Jean-Marie Letourneau, qui a été le successeur de Broca, était son premier traducteur et a été d'ailleurs introduit le transformisme de la Société d'anthropologie. Il a eu deux grands correspondants qui étaient un peu en dehors des grandes institutions. C'était Alfred Giard, zoologiste et député radical, qui était quand même le président de la Société de zoologie, Charles Martin, qui était botaniste de formation, protestant et aussi traducteur de Goethe. Et il a eu une réception de beaucoup de traductions, mais à la différence de l'Angleterre ou de l'Italie, il n'a pas été traduit par des savants, disons, mais par des personnes intéressées plutôt pour le côté, disons, progressiste, social-darwiniste, matérialiste de ses ouvrages. Jean-Marie Letourneau, on l'a vu, c'est un anthropologue libre-penseur.
Jules Soury, je ne peux pas en parler aujourd'hui, mais je publie un article dédié spécifiquement à ce très intéressant personnage, étonnant et un chartiste proche d'Ernest Renan, protégé de Paul Bert et de Gambetta, qui a failli être élu au collège, mais qui ne l'a pas été, mais qui a enseigné aux écoles pratiques des hautes études, mais aussi Georges Vacher de la Pouche, toujours anthropologue, accepté par la Société d'anthropologie, mais un personnage un peu particulier, un socialiste mais racialiste, et une femme savante, philosophe, un peu à part. Donc c'est aussi des traducteurs un peu particuliers. Voilà, je vais conclure avec la réception enthousiaste dans des milieux très variés en France, en particulier Flaubert lit l'histoire de la création naturelle et en est littéralement enthousiaste. Il dit que c'est une lecture plus claire que Darwin et s'en inspire pour Bouvard et Pécuchet. Et dans les arts, je vais juste rappeler que Binet, notamment, s'est inspiré des radiolaires et des dessins de Haeckel pour la porte monumentale de Binet à l'exposition universelle de Paris en 1900. J'avais préparé d'autres petites choses, mais je pense que ça a été déjà à peu près traité. Après 1914, au moment où Haeckel a eu, bien qu'il était pacifiste, parce qu'il trouvait que la guerre était était contre la sélection naturelle, il a signé le manifeste des 93, dont beaucoup de prix Nobel, qui défendait l'invasion de la Belgique par l'Allemagne. Et donc, depuis ce moment, son portrait, celui de Virchow, ont été décrochés de la salle de réunion de la Société d'anthropologie de Paris et sa fortune française en a été sérieusement réduite. Merci beaucoup.